Alors, bonjour à tous. Bonjour, je vois qu'il y a Kevin déjà qui a pris possession du chat pour commencer à converser. Euh, alors, on va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tous les participants puissent rejoindre la réunion. Si vous voulez converser, comme Kevin l'a déjà fait, vous pouvez cliquer sur converser, nous envoyer des messages. Sachez que vous avez la possibilité de l'envoyer uniquement au conférencier. Donc, il y a Lucien et moi qui le voyons. Ou alors les conférenciers et les participants. Et dans ce cas-là, tout le monde peut en profiter. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous avez à nous dire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Déjà, on va commencer par les points logistiques. Bonjour Cédric. Thierry m'entend bien, nickel. Karine aussi. Bon, parfait. Nickel, ça. Alors, je m'étais noté quelques petites choses à vous dire avant de démarrer. Ah oui, je m'étais noté. Là, vous avez ce que vous utilisez, c'est la fonctionnalité converser. Il y a aussi une fonctionnalité sur Zoom, l'outil qu'on utilise, qui sert à lever la main pour que je puisse vous activer le micro et que vous puissiez poser une question. Alors d'habitude, je ne le fais pas parce qu'on est plutôt sur des formations sur le produit Evolise et dans ce cas-là, ça peut dériver et partir complètement en live, donc c'est un peu dur à gérer, donc on le fait par écrit. Par contre, aujourd'hui, Lucien veut tester un petit peu la formule. Donc, sur cette conférence sur la PAF, il y aura un moment questions-réponses à la fin. Donc, on essaiera de prendre des gens à l'oral. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. On a un expert, donc autant en profiter. Je vous montre également les prochaines séances que j'ai planifiées. Alors, les prochaines séances de formation spéciale confinement, vous les voyez ici. Il y aura lundi à 10h sur la partie gestion fournisseur d'Evolis, donc tous les achats. On verra comment collecter les achats, la bannette. On verra comment gérer par exemple les notes de frais de vos employés. Vraiment tout le module achat, voilà, les bons de réception, les bons de commande fournisseurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est déjà ouvert les inscriptions. Et mercredi, à votre demande, on verra un peu plus en détail les rapports dans Evolise, comment ils sont construits, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, et notamment sur le nouveau rapport qui a été refondu totalement, le prévisionnel de gestion. On regardera aussi un peu plus en détail. N'hésitez pas à vous inscrire, je vais vous envoyer le lien. Hop. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Étant donné que le confinement se perdure un peu, j'avais une autre idée en termes de webinaire. Alors, dites-moi si c'est une bonne idée ou si vous en fichez totalement. Je sais qu'on a pas mal de questions au support et surtout sur les nouveaux testeurs de la solution, sur Evolise, sur qui on est, où est-ce qu'on est basé, euh, depuis combien de temps on existe, comment on fait pour développer le logiciel, qu'est-ce qu'on fait de vos données, qu'est-ce qui va se passer pour Evolise dans les prochaines années, etc. Donc, je me suis dit qu'on pourrait interviewer le président d'Evolise, que je pourrais l'interviewer en direct avec vous, si vous avez des questions, pour justement savoir plus sur la société à laquelle vous faites confiance en travaillant votre comptabilité dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que pas du tout? Vous vous en fichez? Voilà. Donc, dites-moi. Dans ce cas-là, je lui demanderai si ça peut être intéressant. Alors, Kevin peut être intéressé, même si Kevin connaît déjà pas mal de choses sur la solution. Mais en tout cas, ça intéresse Christine, Michel. Donc, notez-vous vos questions. Moi, je vais voir avec notre président qui s'appelle François Aupetit s'il serait partant de prendre un peu de temps là, pendant ce confinement. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir un petit peu à qui vous avez affaire et avec qui vous travaillez. Alors, combien on est dans la réunion? Ok, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais bon, on a déjà 6 minutes, donc on va bientôt pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Lucien avant qu'il se présente, parce que son parcours est assez intéressant aussi, vous le verrez.
Je voulais savoir un petit peu la piste d'audit fiable. Qui est-ce qui connaît cette notion? Si vous deviez mettre sur une échelle de 1 à 10 un peu votre connaissance sur la piste d'audit fiable, vous seriez à combien? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce sujet? Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette conférence? Dites-le nous et un peu dites-nous si vous partez de zéro ou voilà, Michel a mis zéro, très bien. Ou si on a des experts pour qu'on puisse un petit peu adapter cette conférence et que Lucien puisse vulgariser s'il le faut, comme par exemple pour Michel ou pour Aude qui a tout à apprendre apparemment. Thierry connaît un petit peu, il a dû en rédiger une en urgence lors d'un contrôle fiscal. Donc c'est bien. Connu de par mon passé de cabinet et DSI. Ok. Débutant. Bon, on a de tout. Lucien, ce sera à toi qui reviendra la lourde tâche de satisfaire tout le monde. Mais c'est intéressant de voir que le sujet est déjà connu, puisqu'il arrive de plus en plus dans les cabinets et dans les entreprises. Donc, on va laisser. Lucien, je te laisse te présenter si tu veux démarrer par là. Et puis, je suis d'accord pour les documents ou autres. Tu me dis et j'agis. très, très bien. Bonjour à toutes alors et à tous. En fait, je suis formateur indépendant depuis 2018, mais je suis également adjoint à la DGFiP. Et donc, je suis, de par ma formation, spécialisé en fiscalité, comptabilité, informatique. Et plus particulièrement, je me suis intéressé à tout ce qui concerne la dématérialisation. Et c'est pour ça que je me suis fortement intéressé, entre autres, à tout ce qui tourne autour de la notion de piste d'audit fiable, qui a pris son essor avec une directive européenne qui avait pour vocation de favoriser l'essor de la dématérialisation des factures. Voilà, pour situer un peu le sujet. Alors, ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que je vois il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la piste d'audit fiable. Et là, c'est l'occasion, en fait, pendant cette période de confinement, j'allais dire, de s'entraîner, de s'entraider, de se former, de se mettre à jour, et puis justement de s'y mettre, parce que c'est une notion qui est, même parmi les professionnels, un peu passée sous, comme on dit, sous le radar. Beaucoup d'entreprises ne sont pas à jour, beaucoup d'entreprises n'ont pas toujours compris ce que c'était, l'intérêt que ça présentait. Donc on va essayer de faire un tour en 1 heure rapide, jeter un coup d'œil sur tout ça, de démystifier aussi, et puis de faire également garder un petit temps pour des questions-réponses. Alors pour commencer, je vous ai préparé vraiment une documentation toute simple pour montrer que n'importe qui peut déjà avoir beaucoup d'informations sur ce sujet. En faisant une simple recherche Google, si on prend le document numéro 1, piste d'audit fiable, vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous allez avoir beaucoup de choses. Évidemment, la première chose que vous allez avoir, c'est un bulletin officiel des impôts. Et puis, également une présentation, vous savez, c'est le numéro 3. Donc, si on veut, on peut aller sur le schéma numéro 2, avant d'aller plus loin. C'est quelque chose de marrant, à savoir un petit dessin que j'ai fait pour dire que la piste d'audit fiable, si tu mets sur le schéma numéro 2, Anaïs. Vous ne le voyez pas là, mon document? Vous aurez tous ces documents, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, tous les participants pourront télécharger les documents qu'on mettra en ligne. Vous voyez pas mon écran là? On te voit toi, mais on voit pas le schéma numéro 2. Bon, ce sera pas trop intéressant. Le schéma numéro 2, en fait. Voilà, on ne voit que la diapo de. Voilà, non, c'est la caméra. Excusez-moi, du coup, je n'avais pas partagé mon écran. Vous voyez les documents de Lucien et comme il l'a dit, je vous enverrai tout à la fin. Donc, vous aurez tous les documents et vous pourrez en prendre connaissance plus en détail. C'est un dessin que j'ai fait
et qui m'aident souvent quand je fais une formation étant d'une journée pour faire un remue-ménage, un brainstorming. Entre autres, il y a une notion très simple dans la piste d'audit fiable, c'est une obligation fiscale. Et vous voyez en haut à gauche, vous avez l'article du Code général des impôts, article 289, 7 Romain 1 du Code général des impôts. Et ça, c'est quelque chose, donc une obligation fiscale, et c'est en lien avec la TVA. C'est une obligation qui vient de l'univers TVA, facturation, et bien entendu, c'est quelque chose qui est général depuis, mettons, 2013 à peu près, où une directive de 2010 a été transposée. Je simplifie. On va aller sur le schéma le document numéro 3, juste pour que vous ayez une idée. Ça, en fin de compte, c'est vraiment le texte de base par l'article du Code général des impôts. C'est ce qu'on appelle un bulletin officiel des impôts et qui explique comment on va sécuriser des factures justement au moyen de cette fameuse piste d'audit fiable. Piste d'audit fiable, vous verrez dans ce document, on détaille exactement ce que c'est. En fait, c'est un moyen pour une entreprise, pour être très court, de garantir la validité d'une facture, son authenticité, c'est-à-dire le fait que c'est bien une facture qu'un de ses fournisseurs lui a envoyée, de garantir aussi de l'intégrité de la facture. Ça veut dire tout simplement qu'on garantit d'une certaine manière qu'on ne touchera pas, qu'on ne modifiera pas les informations à l'intérieur. Exemple, un fournisseur vous envoie une facture à 100 €. Si c'est une facture papier ou une facture PDF simple, on pourrait modifier ça, transformer ça et les transformer en une facture à 1 000 €. Et donc déduire une charge de 1 000 € au lieu de 100 et surtout déduire la TVA 10 fois plus, par exemple. Donc, évidemment, l'intégrité de la facture, c'est important. Ça peut être garanti techniquement par des factures électroniques signées. Ça peut être garanti aussi par certaines factures qui sont, on appelle ça en fiscalité, de l'EDI fiscal. En fait, c'est du langage structuré. Donc, techniquement, on peut certifier d'une certaine manière, entre guillemets, des factures. Mais la plupart des factures, celles en papier, celles en PDF, il faudra une piste d'audit fiable qui est en fait une accumulation de documents, de preuves, d'éléments donnant valeur probatoire à des documents en lien avec cette facture, comme un devis, un bon de livraison, un bon de réception, etc., qui permettent donc de donner cette garantie d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité également. C'est la troisième condition importante pour une facture. Il faut qu'on puisse la lire. Un PDF doit être lisible. Et ça, de la création de la facture jusqu'à l'archivage de la facture. On va passer sur le document numéro 3. Là, je passe juste en revue les documents pour vous sensibiliser un peu au sujet. Ça, c'est un document en fait qui vient de la DGFiP. J'ai participé à la création de ce document et c'est un document qui a été communiqué librement. Vous avez vu la première recherche Internet, ça arrive en 3e position, on peut le télécharger librement. Et si on descend un peu, ça donne tout le cadre juridique de base. À l'époque, il y avait un bulletin officiel des impôts, vous voyez, qui datait de 2013. Il a été actualisé avec celui que je vous ai mis dans la documentation. Et en fait, ça explique les fondamentaux, cadre juridique, de ce que c'est la PAF. Depuis, en fait, tout est parti quasiment un peu en commentaire, en exégèse de ce document-là et de l'instruction que je vous ai montré également. Alors ici, ce qu'on voit notamment, la liberté des assujettis quant aux modalités de sécurisation des factures émises et reçues. En fait, cette obligation de piste d'audit fiable, elle concerne autant
les flux factures entrants que sortants. Si tu vas un peu plus loin dans la présentation, Anaïs, on voit que c'est obligatoire quasiment pour tous les cas de figure, papier, facture de tout type, électronique, sauf pour ce qu'on appelle l'EDI fiscal. Donc, si un EDI n'est pas fiscal, eh ben, s'il est incomplet, ou si une signature électronique n'est pas conforme, elle relève également de l'obligation de la piste d'audit fiable. Si on va un peu plus loin dans ce PowerPoint, je ne vais pas vous le faire en entier. Alors, c'est quoi un EDI? Je vois la question. Un EDI, c'est un échange on va dire, de données informatiques. C'est en fait, je vais transmettre une facture. Exemple, je crée une facture en un format XLS ou CSV. Je vais le transformer via une plateforme en un langage structuré, qui est un langage informatique, par exemple XML, pour ceux qui connaissent, ou Edifact. Et donc, on va figer et on va transmettre en langage structuré des données correspondant à la facturation. Et de l'autre côté du tunnel, on va récupérer le client, ou le prestataire du client va récupérer un langage structuré. L'avantage, c'est que quand on a ce genre de données structurées, on peut injecter la facture directement dans sa comptabilité. On n'est pas obligé de la ressaisir. On va pouvoir automatiser l'enregistrement, par exemple, des factures. Mais le fait de transmettre en EDI, c'est vrai que c'était utilisé par des très grosses entreprises, pas des petites entreprises, dans la grande distribution, dans le secteur de l'automobile. Également des gens qui s'échangent des factures en grand volume, peuvent transmettre des lots de factures. Alors, on va un peu plus loin. Dans la notion de piste d'audit fiable, en fait, on veut garantir également la chose la plus importante, parce que ça partait d'une directive de 2010 qui avait vocation de lutter contre la fraude à la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous envoie une facture, que vous ne voyez pas la marchandise et que vous revendez cette marchandise sans la voir, peut-être qu'on vous a envoyé juste une facture et que vous faites partie d'un réseau carrouséliste sans le savoir. C'est pour ça que je dis que la piste d'audit fiable, c'est en fait un énorme radar anti-fraude. Et vous voyez, aujourd'hui, on vit une crise, celle du Covid-19, et on se rend compte que l'État a besoin des recettes budgétaires et surtout, quelques fraudeurs ne doivent pas pouvoir anéantir un système fiscal d'un État. La PAF, c'était justement une sorte de radar anti-fraude pour sécuriser les recettes par rapport à des fraudes, de manière à mieux détecter des factures bidons. Parfois, en plagiant quelqu'un que j'aime bien, Audiard, je dis, je veux pas trouver de cheval dans les lasagnes et on veut pas trouver de fraude dans les factures. Alors, dans quel cas peut-on recevoir une facture sans marchandise? Eh bien, vous avez des petits malins parfois qui proposent, essayent on va dire, d'arnaquer l'État en faisant ce qu'on appelle un carrousel TVA. Et eux, ils vont démarcher des entreprises en disant, écoutez, si vous achetez telle et telle marchandise, je connais des clients qui sont prêts à les acheter. J'ai pas d'entreprise en France, je vous vends cette marchandise. Et je vous donnerai d'ailleurs les coordonnées du client qui serait prêt à les racheter. Vous allez gagner 10% au passage. Et effectivement, ils gagnent le 10% au passage. Sauf que tout est bidon et que le but de ces escrocs, c'est d'escroquer l'État, d'arnaquer l'État. Et sans, à l'insu de leur propre gré, les intermédiaires, qui sont parfois des boîtes moyennes, grandes, voire petites, eh bien, deviennent complices de fraudeurs sans le savoir. Ils ne regardent que l'intérêt de gagner 10%. Ils sont simplement là pour se faire facturer une
de la marchandise, mais ils ne la verront pas puisqu'on va dire que cette marchandise sera livrée directement au client que je vous désigne. Vous allez faire la facture au client. Je sais bien que vous, en tout cas, il y a beaucoup de petites entreprises moyennes, c'est pas votre business. Mais d'une certaine manière, il faut toujours avoir la preuve, comme on dit, de l'opération économique, la réalité de cette opération. Le but de la PAF, c'était de garantir justement qu'une opération économique est réelle. On va un peu plus loin. Je ne vais pas vous lire tout le PowerPoint, hein, vous pourrez le lire tranquillement. Mais grosso modo, c'est vrai que le but, c'est de garantir, depuis l'origine jusqu'à l'enregistrement et en passant par toutes les phases de la vie d'une facture, donc jusqu'à l'archivage, d'enregistrer les différentes étapes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de gens l'ont déjà dans leur système ou dans leur process, mais l'ont pas suffisamment documenté. Parce que le but de la PAF, c'est quand même de créer une documentation qui permette d'expliquer en quoi consistent vos flux de factures, en entrant, en sortant, et comment vous procédez. Par exemple, je passe une commande, on m'envoie de la marchandise, je la réceptionne, j'ai un bon de réception, je l'enregistre dans mon stock, je l'enregistre dans ma compta, j'effectue un paiement. Toutes ces phases-là, quand on les met en lien, ça crée une piste. Mais ça crée également une sorte de chaîne de preuves, donc d'éléments constitutifs et qui se rattachent toutes à une opération économique. Donc, l'opération économique, on va la garantir par l'accumulation de ces éléments-là. C'est un peu comme la technique blockchain, qui est de la signature électronique, mais là, c'est fait avec plein de documents et chacun à son niveau dans son entreprise, en fonction de son organisation et en fonction de la taille de son entreprise. Alors, si on va dans un autre document, je vous présente tous les documents que j'ai sortis, celui-là, vous pourrez le lire, il est très intéressant. Vous avez également un document intéressant qu'on peut trouver au sein de la communauté Chorus Pro, qui en fait, Chorus Pro, si vous voulez, c'est la plateforme qui permet d'envoyer des factures vers le service public. Et donc, ils ont beaucoup de documentation, beaucoup d'informations. Je vous incite d'ailleurs à aller sur le site que vous voyez là. Et là, regardez, vous avez, si tu vas plus bas, si tu descends, tu déroules le document, et ben, vous avez un petit cours également sur ce que c'est la piste d'audit fiable. Et on retrouve un peu le cadre juridique et on vous décrit ce que c'est. Enfin, un autre document que je vous ai mis, dernier document, je passe en revue. Alors ça, c'est un très bon document également, qui est très récent, il date de janvier, février de cette année, et qui a été produit par un groupe d'experts qui font partie de la Fédération nationale de la facturation économique, de la facturation électronique, pardon, lapsus. Et il est en ligne sur leur site. Si vous allez sur leur site, vous verrez, si tu peux le dérouler rapidement, juste pour qu'on voit à l'écran. Là, c'est une fiche très pratico-pratique qui vous dit comment on peut mettre en place sa propre PAF dans chaque entreprise, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Avec tous ces documents que je vous ai mis là, normalement, vous devriez pouvoir passer de zéro, je ne dis pas à l'infini, mais à quelque chose d'acceptable pour satisfaire cette fameuse obligation fiscale. Donc, étudier ça, bien sûr, il faut un petit effort, mais avec ça, vous devriez commencer à y voir plus clair. Alors, je vois que nous sommes pour l'instant à 36 participants, donc du coup, je vais en profiter pour rentrer maintenant un peu dans une explication, j'allais dire vulgarisée, de ce que c'est la PAF, mais néanmoins super importante. Lucien, juste, il y a Aude qui demande si, du coup, quand tu donnais l'exemple des bons de livraison, etc., des stocks, si c'est difficile à prouver, du coup, quand on fait de la prestation de service. Et là, quand on fait de la prestation de service, c'est vrai que là aussi, une prestation de service,
ça vient toujours de quelque chose. C'est-à-dire que il y aura un devis, il peut y avoir un contrat, et puis quand on réalise sa prestation de service, il y a des frais qu'on va avoir, il y a également souvent une réception d'une prestation de service, il y a un paiement de cette prestation de service, donc il y a beaucoup de documents et d'éléments qui tournent autour de la prestation de service et qui permettent de dire la prestation de service, elle est réelle, elle a existé, elle a eu lieu, et elle n'est pas fictive, elle n'est pas fausse. Et donc ces éléments-là, donc par exemple le devis d'une prestation de service, l'acceptation, la facture payée, l'acceptation, sont des éléments de preuve que cette prestation existe. Bien entendu, parfois il y a même des contrats pour certaines prestations de service. Ça dépend de la nature de la prestation de service. Prenons un exemple, moi qui suis formateur, j'ai une liste d'émargement des stagiaires qui viennent à une formation. Voilà. Donc il peut y avoir une traçabilité également pour des prestations de service. Il faut y penser. Justement, préparer et organiser sa piste d'audit fiable, c'est également recomprendre son business, reprendre la main sur son métier et se poser les questions, est-ce que j'ai un certain nombre de documents qui me permettent de prouver que cette opération est réelle et a eu lieu. Alors, donc vous voyez ici, on vous donne beaucoup d'exemples sur les possibilités de mettre en place une piste d'audit fiable. La première chose, c'est toujours se poser la question sur sa propre activité, essayer de voir comment on organise son entreprise est organisée. Une petite entreprise, tout dépend du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise. Parfois, on n'a pas un magasinier, on n'a pas pléthore de salariés. On a son expert comptable. Et là, l'expert comptable, lui, est un acteur important qui va vous aider dans la mise en place. Beaucoup d'experts comptables, maintenant, vont également s'investir largement dans la mise en place de cette obligation. Eux vont vous faire du conseil et vont modéliser votre activité, vont analyser votre organisation et vont rédiger éventuellement une documentation pour vous. À savoir que si vous êtes une toute petite entreprise, vous sortez très peu de factures, vous n'êtes pas obligé d'avoir une documentation écrite. C'est écrit d'ailleurs c'est précisé dans le bulletin officiel des impôts que je vous ai donné. Ceci dit, c'est pas interdit de le faire. Par contre, même si vous êtes une petite entreprise et que vous relevez de la TVA, régime simplifié ou régime réel normal, vous devriez avoir des contrôles internes et mettre en place cette fameuse piste d'audit fiable. Ophélie pose une question. À partir de combien j'ai pas eu le temps de le lire. À partir de combien de factures est-ce obligatoire? Alors, c'est pas vraiment un nombre de factures, mais on n'a pas établi un critère fort pour dire tant de factures ou tant de chiffre d'affaires. Mais on peut partir de l'idée qu'une toute petite entreprise par rapport à une PME qui émet peu de factures et qui maîtrise bien ses process peut les expliquer verbalement. Il n'y a pas d'obligation de faire quelque chose d'écrit. Par contre, si demain vous avez un contrôle, vous avez un collègue auditeur du fisc ou même votre expert comptable qui vient vous voir, c'est pratique d'avoir déjà réfléchi et de pouvoir lui dire voilà ce que j'achète, voilà mes fournisseurs, voilà comment je fonctionne avec tel fournisseur ou tel fournisseur. Et si vous mettez ça par écrit sur 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, ça dépend de l'importance de votre entreprise, ça peut aller jusqu'à une dizaine de pages, et ben, quand on vous posera la question, ça sera plus simple. Vous n'avez plus besoin de vous stresser et au fur et à mesure que votre processus éventuellement avec tel fournisseur change, vous l'écrivez. C'est également une assurance pour vous et une sécurité. De même, par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de contrôles que vous allez faire informatiquement. Par exemple, Evolise va pouvoir, puisque vous êtes souvent client Evolise,
va faire beaucoup de contrôles pour vous. Par exemple, depuis le 1er janvier de cette année, il faut contrôler par exemple un numéro de TVA intracommunautaire quand on a affaire à une facture avec un partenaire européen d'un autre État membre. Il faut pouvoir le contrôler. Oui. Il faut également pouvoir contrôler, pourquoi pas, le numéro sirène, si c'est pas une facture bidon. Parce que si demain vous déduisez de la TVA sur une facture bidon qu'on vous a envoyée, eh bien cette TVA ne sera pas déductible. Hein. Même si vous êtes fait éventuellement arnaquer. Et là encore, en période de Covid-19, faites attention, soyez vigilants. Je sais pertinemment, j'ai beaucoup d'échos, qu'il y a une augmentation du nombre des fraudes. On va vous envoyer des fausses factures, même des factures d'entreprises officielles, hein, ou des fournisseurs, pseudo-fournisseurs. Donc faites attention avant de payer, vérifiez si ça émane bien de quelqu'un d'authentiquement fournisseur pour pouvoir payer et pas vous faire arnaquer. Parce que vous ne pourrez pas récupérer après la TVA. Oui, quelqu'un avait une question, j'ai vu à part Ophélie, il y avait Il y a une question de Aude, je ne sais pas si tu la vois. Non, je ne la vois pas. Elle dit, est-ce que c'est un ISO de la compta, en fait, en quelques mots si on peut... Attends, j'ai pas entendu là, excuse-moi. Est-ce que... C'est un ISO de la compta. Alors, non, pas tout à fait, parce que c'est un peu différent. On va dire que en comptabilité, il y a évidemment ce qu'on appelle le chemin de révision comptable. Le plan comptable général prévoit déjà une obligation qui consiste à dire que chaque écriture comptable doit être en lien avec une pièce justificative. Donc on peut dire que ce chemin de révision comptable, qui est une obligation comptable, est un sous-ensemble de la PAF. La piste d'audit fiable, ça va un peu plus loin, puisque c'est le lien entre une opération économique et évidemment la facture. Donc l'écriture comptable, qui va s'appuyer sur une facture, est un sous-ensemble, on peut dire, de la PAF. Pour faire simple. Là, on en revient à Euclide et les mathématiques, pour ceux qui ont des souvenirs du schéma euclidien. Christina pose une question, j'ai pas pu lire, excuse-moi. Voilà, on a plein de questions là qui commencent à arriver. Ah. On va les prendre dans l'ordre. On a Ophélie. Ouais, vas-y. Qui demande quels sont les documents que nous pouvons légalement demander à nos fournisseurs. Alors, déjà, l'obligation, le fournisseur a l'obligation d'émettre une facture, bien entendu. Après, il y a souvent le devis, qui est obligatoire. Pour certaines opérations, il y a des contrats. Par exemple, dans le BTP, c'est habituel de faire un contrat quand on va, par exemple, vous faire une livraison d'un immeuble. Et puis, évidemment, il y a une traçabilité aussi qui peut être faite par rapport à du suivi, comme le paiement, quand il y a des acomptes, il y a une facture d'acompte. Donc, il y a quand même beaucoup d'échanges de documents. Et puis, il y a, sans oublier, le mail. Parce que si je vous envoie une facture avec un mail, un PDF par exemple, dans ce mail, je vais vous dire, je vous envoie aujourd'hui la facture de 1 500 € hors taxe concernant la livraison de telle machine, référence, ceci, cela. Et avec ça, une facture. Et bien, vous allez avoir le mail, la facture. Préalablement, vous avez déjà eu un bon de réception. Ça fait quand même beaucoup de choses. En plus, il y a le paiement. Tout ça mis en ligne, mis en piste et stocké par vous et facilement retrouvable permettra de prouver que l'opération est réelle, qu'elle a eu lieu, qu'elle existe. D'ailleurs, ça le prouve aussi bien, voire mieux, qu'une simple facture en langage structuré. Hein. Je vous envoie une facture en langage structuré. Là, ça donne une grosse garantie en EDI qu'on n'a pas à modifier ce qu'il y a sur la facture, mais ça ne donne pas une garantie de réalité d'opération. Il y a une autre question qui arrive. Oui, il y en a deux même. On en a une, Alexandre, qui nous dit où se situe finalement la facture X dans le 289.7. La facture X, telle qu'elle a été. Oui, la facture X, si vous voulez, c'est
maintenant ce qu'on appelle une facture hybride. C'est quelque chose de fantastique qui a été développé entre la France et l'Allemagne. Quelqu'un de très compétent, un ami à moi, Cyril Sautron, pourrait mieux l'expliquer que moi. Vous trouverez tout, si vous allez sur le site de la FNFE, le Forum national de la facturation électronique, vous trouverez des PowerPoint qui vous expliquent en long et en large ce que c'est la facture X. La facture X, elle peut se situer au niveau du Code général des impôts aux 3 niveaux. Il y a un article 289.7 romain, 1, 2 ou 3. C'est-à-dire vous pouvez envoyer une facture X qui serait une simple facture PDF, on va dire, avec 18 données suffisantes pour faire une facture vers Chorus Pro. Et ça peut aller jusqu'à une facture signée ou une facture en langage structuré. Donc en fin de compte, la facture X, c'est une facture hybride. C'est une sorte de standard qui est en train de se développer en France et qui, ma foi, est assez pratique. Mais ce n'est pas la piste d'audit fiable. Hein. C'est un format, on pourrait plutôt parler d'un format de facture. C'est pas parce que vous avez des factures X que vous êtes dispensé de mettre en place une piste d'audit fiable. D'ailleurs, c'est explicité dans la fameuse note sur la belle fiche PAF que la Fédération nationale de la facturation électronique a sortie. Il y a une autre question ? Ouais, celle de Christine. Et après, on pourra tester s'il y en a qui veulent les poser à l'oral. N'hésitez pas à essayer de lever la main. On n'a jamais fait, mais il faut bien. Oui, pourquoi pas, on peut essayer. Avant, on va prendre la question de Christine qui nous demande par rapport à Chorus Pro, donc qui a été mis en place au 1er janvier 2020. Il semblerait qu'il y ait encore des communes qui acceptent des factures par envoi direct. Est-ce que c'est normal ? Alors, est-ce que c'est normal ? Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas un spécialiste des marchés publics. À ma connaissance, théoriquement, depuis le 1er janvier de cette année, y compris pour les toutes petites entreprises qui ont donc un marché public, on doit transmettre les factures via Chorus Pro, c'est-à-dire en dématérialisé. Maintenant, ce qu'il existe, il y a un seuil, je crois également qu'il y a un certain nombre de seuils de factures, donc en dessous d'un certain seuil que je n'ai pas en tête, hein, si je pourrais le retrouver, il est possible qu'on puisse envoyer des factures en dehors du marché public, on va dire en dehors d'un marché, donc ça suivrait une procédure simplifiée, différente, et c'est peut-être on pense peut-être à ce cas-là. Mais quand on est dans un marché public, il y a l'obligation, même pour les toutes petites entreprises, depuis le 1er janvier de cette année, de transmettre en dématérialisé les factures via la plateforme Chorus. Mais vous trouverez énormément d'informations si ça vous intéresse, les marchés publics, et donc ce qu'on appelle le B2G, donc une facture d'un professionnel vers tout ce qui est organisme public, en anglais government, B2G, vous trouverez ça sur le site et dans la communauté Chorus. Stéphanie pose une question dans le cadre de l'arrêt. Ah, j'ai pas eu le temps de le lire. Ah, t'as pas eu le temps, mais on les a. C'est trop rapide. Ah oui, puis c'est une longue question. Alors, Stéphanie nous demande, dans le cadre de la rédaction de la PAF, au travers de l'explication des flux, il est parfois préconisé de sélectionner les plus importants fournisseurs pour les factures dont la TVA est la plus importante. L'exhaustivité étant difficile à mettre en place. Est-ce exact ? Alors, quand on est dans des petites entreprises, normalement, si vous voulez, la PAF, c'est exhaustif. C'est une facture, pour être reconnue comme une facture originale, authentique, et donc valable fiscalement, comme étant un support de déduction de la TVA, elle doit être garantie par une piste d'audit fiable. Donc, c'est sur toutes les factures qu'on doit mettre en place une piste d'audit fiable. Après, quand on rédige une doc, parfois, on ne va pas aller dans le détail du détail. On peut tolérer d'avoir les explications, on va dire sur du 80-20. On va d'abord expliquer grosso modo en quoi consiste son business. On va être peut-être moins
moins à même d'expliquer dans le menu détail parce que vous avez, je sais pas, 2 factures concernant un envoi de taille crayon en Corée du Nord qui représente que dalle ou très peu dans votre chiffre d'affaires. En même temps, si vous faites une exportation vers la Corée du Nord, il n'y aura pas de TVA dessus. Et si vous ne voulez pas mettre de TVA dessus, ben, il faudra que vous ayez un document douanier, par exemple. Et ça se documente également quand on est un exportateur. Hein. Là, par contre, il ne faut pas le louper. Est-ce Oui. qu'il y en a qui ont des questions à l'oral, qui veulent essayer de lever la main pour intervenir et poser directement en audio une question à Lucien? On en profite qu'il est là, on profite de son expertise. N'hésitez pas, vous pouvez, normalement, vous avez un bouton pour tenter de lever la main. J'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient fait au tout début de la réunion. Donc, c'est le moment, si vous voulez y aller. Non, il n'y a pas de question. Non. Ah, si, on en a une maintenant. Alors, c'est moi qui dois voir maintenant comment j'autorise les personnes. Tiens, tu devrais mettre mon schéma, tu sais. Oui. Brainstorming. Alors, j'ai 2 mains levées. Alors, on commence par Alison. Alison, oui. Alison va pouvoir parler. Et en sourdine. Ah, c'est bon, Alison. Formidable. Moi, je voulais savoir s'il n'y a pas du tout de PAF mis en place dans une entreprise, s'il y a des sanctions qui peuvent être encourues ou si, enfin, je sais pas si ma question est claire. Mais... Qu'est-ce qu'on risque en fait en cas de contrôle? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on risque quand on ne met pas en place une piste d'audit fiable? Alors, en fait, c'est explicité dans les instructions que je vous ai données. La sanction théorique, ça serait le refus de la TVA déductible, par exemple. Et ça, c'est la sanction théorique. Après, si une entreprise n'a pas mis en place une documentation de la PAF et que c'est la première fois qu'on va la rencontrer, on va évidemment mettre en œuvre, nous, dans un esprit de bienveillance et du droit à l'erreur aussi, actuellement, on va plutôt faire de la pédagogie. On n'est pas là pour être contre les entreprises, on est plutôt contre les fraudeurs. On va chercher évidemment un peu plus dans le détail si cette absence de documentation de la PAF, c'est une erreur ou si ça cache quelque chose de moins sympathique. Du coup, la première ennui quand même, c'est qu'on va creuser davantage, on va essayer de comprendre, on va faire ce que vous ne faites pas. Parce que au lieu de faire de l'autodiscipline, quand vous faites vous-même le travail, l'administration va gagner du temps, on va perdre moins de temps à vous poser plein de questions, à chercher. Je dirais que la première sanction, c'est qu'on va être obligé de vous poser plus de questions, de comprendre si vous n'êtes pas un fraudeur, puisqu'on aura un doute sur votre sincérité, puisque vous ne respectez pas. C'est comme si vous roulez en voiture et que vous n'avez pas de permis de conduire. Vous pouvez tomber sur un gendarme sympathique, et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a un doute. Il va dire, ok, mais même si vous ne l'avez pas, votre permis, sur vous, voilà, j'ai un doute. Et bon, là, on est peut-être plus sympathique encore parce qu'on ne va pas immobiliser l'entreprise, parce qu'elle ne va pas avoir sa documentation de la PAF et on va lui laisser le temps de la mettre en place. Et on va lui faire une observation en manquement au droit, on va lui faire une observation, un petit PV, sans forcément la sanctionner. Il n'y a pas une pénalité proprement parlée qu'on va vous mettre, pour vous mettre une prune. C'est pas l'esprit. L'esprit, c'est que vous nous aidiez à traquer les fraudeurs. Si maintenant vous ne mettez pas ça en place, eh ben, on va aller vers ce qui est prévu d'ailleurs, c'est-à-dire à partir de 2015, il y a un projet de loi qui est sorti là, c'est que vous ne pourrez plus échanger des factures en PDF simple sous votre responsabilité en autodiscipline. La PAF, c'est de l'autodiscipline.
vous allez être obligé de faire des factures dématérialisées de manière obligatoire. Ça sera fini à un moment donné, à partir de 2023, je crois, entre 2023 et 2025, c'est le projet B2B, loi de finances de l'année dernière, 2020. Eh ben, on va passer à quelque chose de plus coercitif. Tout ça parce que la fraude continue et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas et qui ne font pas de l'autodiscipline. Vous savez, c'est le vieux principe, c'est vieux comme le monde. C'est les gens qui ne respectent pas, il y a quelques-uns simplement qui ne respectent pas, et après, tout le monde doit subir plus d'obligations. C'est dommage. Merci Alison pour la question. On a une question également de Michel. Alors, on va voir si Michel, normalement, Michel peut parler là. Je crois que c'est le mien que tu as réactivé. Ah, c'est le mien, alors pardon. Michel... On s'entraîne. Ouais, on s'entraîne, on essaie. Michel, on vous entend très loin par contre. Voilà, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Non, on dirait que vous êtes, je ne sais pas, on vous entend. On a du mal à distinguer ce qu'il dit. J'ai l'impression d'entendre un son, mais on réussir à distinguer. Personnellement, je ne comprends pas. Moi non plus. Oui. Ah. Allô? Bon, bah, on a fait de l'analyse, mais je ne sais pas si. On t'entend, mais très loin, Michel. Bah, alors, peut-être vaut mieux que tu la poses à l'écrit. Si... Dans tous les cas, moi, j'avais une question peut-être qui va servir. Ok, ça va marcher là. Sinon, vous pouvez poser des questions par écrit si vous voulez. Ouais, voilà. En attendant, il y a déjà d'autres questions à l'écrit. Allons-y. J'ai une question de François qui nous demande est-ce qu'on a des modèles de documentation PAF? Alors, il commence à y avoir des modèles qu'on peut trouver sur Internet. Je vous invite, si vous allez sur Google, à commencer déjà à aller sur Piste d'audit fiable. Vous allez avoir plein d'exemples. Allez par exemple sur Images, ça va vous envoyer sur plein de schémas, de flux, avec tous les professionnels qui font de la PAF, qui vendent de la PAF. Ça va pouvoir déjà vous dégrossir beaucoup de choses. Il y a une très belle production, beaucoup de productions qui sont faites, qu'on peut télécharger sur Internet. Il y a même des mémoires. J'ai un ami, Romain Esposito, qui a fait un mémoire, un expert comptable, mémoire d'expertise comptable sur le sujet de la piste d'audit fiable. Et puis, je pense que de toute façon, la première chose quand vous vous lancez à faire votre propre PAF, ça sera de la faire valider par votre expert comptable, les professionnels du chiffre qui vous accompagnent traditionnellement et qui sont, eux, capables de vous donner les meilleurs conseils. J'en profite. Parce que, attention, juste une chose aussi, un petit danger. Évitez de prendre une doc toute faite, de juste mettre le nom de votre boîte dessus, parce que c'est pas comme un modèle de, si vous voulez, de lettres type, etc. Comme je vous ai dit, c'est fonction de l'organisation de votre propre entreprise. Ça doit retracer vos flux entrants, sortants, vos relations avec vos fournisseurs, vos clients, et votre réalité. C'est la réalité de votre business. Oui, Naïs, je te laisse. J'ai Michel qui Michel cette fois-ci. Donc, Michel, attention, là. Faut que ça marche. Ouais, là, c'est bon. Désolé, quand tu m'as donné la parole, ça a fait sauter, je ne vous entendais plus. Mais, donc, ce que je comprends, c'est que pour des TPA, moi, je suis tout seul et puis j'ai quelques personnes que je prends comme ça de temps en temps pour m'aider dans mon entreprise. Mais pour les TPA, on n'a pas vraiment de documents, si ce n'est à mettre de côté, si j'ai bien compris, les contrats relatifs, le type de fournisseur. On va préparer un espèce de document nous-mêmes, mais ce n'est pas quelque chose de très. Il n'y a pas un format spécifique. C'est bien ça. Tout à fait, Michel. Oui, tout à fait. T'es pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de créer de chercher un modèle
formalisé, c'est pas très formalisé. C'est vous qui allez en tant que chef d'entreprise, dans votre petite entreprise, expliquer comment vous fonctionnez avec vos fournisseurs, avec vos clients, et puis collecter un maximum d'éléments probants, les mettre en lien avec chaque facture. Comme ça, si quelqu'un vient, il prend une facture et vous êtes capable de lui dire que lui prouver que c'est réel. Par exemple, en gardant un mail, si on vous envoie un PDF, en gardant le bulletin de réception, etc. Et évidemment, vous pouvez documenter vos process. Vous dites, quand tel fournisseur, qui est un gros fournisseur de moi, m'envoie de la marchandise, ça se passe comme ci, comme ça. Je passe la commande, j'ai la livraison, j'ai tel doc, et tous ces éléments, je les mets en lien avec, et je fais des contrôles. Par exemple, les contrôles que je peux faire aussi, c'est un contrôle d'authenticité. Est-ce que sur ces factures que je reçois, le fournisseur est vrai? Est-ce que son sirène est toujours valable? Est-ce que son numéro d'intracommunautaire, si c'est un étranger par exemple, est bon? Est-ce qu'il est toujours valide? Est-ce que par exemple... On est quand même aidé par rapport à Evolis, parce que de toute façon... Voilà, Evolis fait déjà beaucoup de contrôles internes. Et c'est ça l'avantage d'ailleurs d'un éditeur comme Evolis, c'est que prochainement, on travaille sur un module PAF qui sera une simplification clé en main pour tous les usagers d'Evolis qui pourront avoir l'essentiel déjà de leur PAF à travers Evolis. Ok, ça c'est clair. L'autre question que j'avais, et j'ai été sujet à ça, alors c'est un petit peu flippant, c'est qu'effectivement, ces histoires de carrousel, alors moi ça m'est jamais arrivé, par contre, donc moi je fais du business à l'international, à un moment j'accompagne des sociétés technologiques pour leur trouver des marchés voilà, dans les pays divers et variés, et à un moment donné, c'était des montants assez importants, bon, ça s'est pas réalisé, mais la personne, enfin la société française, était un petit peu paniquée parce que moi, simplement, je lui demandais une commission, entre guillemets, d'apporteur d'affaires. Les montants étant tellement importants, ça n'aurait pas pu passer par ma société. Et donc, cette société, en l'occurrence française, moi, je n'ai pas tout à fait compris l'histoire du carrousel, mais enfin, me disait, ah oui, mais attention, ça peut être des choses dissimulées, ça peut être pris comme ça, on n'a pas envie de se faire attraper par l'État. Alors que mon business, j'allais chercher des clients, j'apportais des clients, c'est en plus l'armée d'un pays X, allait leur passer des commandes importantes, et donc il y avait forcément un pourcentage qui me revenait de droit en tant que soit apporteur d'affaires, agent, qu'on appelle comme on veut. Alors, si vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus, parce que est-ce qu'au niveau de la législation française ou des autorités françaises, il y a des choses qui peuvent porter à suspicion? Est-ce que, voilà, si vous pouvez clarifier ça, ça serait pas mal. Alors, c'est pas lié à un secteur en particulier, simplement, il se trouve qu'au niveau ce qu'on appelle les fraudes carrousel TVA, ça se passe souvent via des entreprises étrangères et des entreprises qui, effectivement, peuvent passer par des entreprises intermédiaires françaises qui existent. Donc, effectivement, je comprends tout à fait la préoccupation des entreprises françaises et elles ont bien réagi de se poser la question de la réalité de ces opérations. Parce que il ne s'agit pas juste d'avoir une facture papier, un flux financier et de ne pas être au courant de la réalité d'une opération. C'est précisément à ça que ça sert la PAF. Ça sert à valider que l'opération est réelle. Donc si l'opération économique est réelle, qu'il y a effectivement tout ce qu'il faut, un contrat, un devis, de la vraie marchandise qui circule avec des lettres de voiture, de la réception de marchandises par quelqu'un, il y a de la traçabilité. Cette fameuse traçabilité, elle est assurée justement par la piste d'audit fiable. Donc, vos clients qui vous demandaient, vous en tant qu'apporteur d'affaires, de leur donner des garanties, c'est tout à fait légitime. Et l'État, c'est pas l'État qui exige quelque chose dans un secteur. Cette législation, comme je vous ai dit, de la piste d'audit fiable, elle découle
d'une directive européenne qui a été transposée dans les États membres européens et qui vise justement à mieux limiter la fraude. Je comprends. Donc là, en l'occurrence, et j'en aurais fini, le client était aussi le fournisseur, il était français, donc la nature des produits, c'était les siens. La seule chose qui l'embêtait, c'était de payer des commissions. Je ne sais pas exactement pourquoi, je n'ai toujours pas compris, mais le fait de payer des commissions importantes aurait pu, d'après lui, être mal interprété par la législation française. Bah, écoutez, là, on n'est pas tout à fait dans le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Je vous propose éventuellement qu'on se recontacte si vous voulez en parler. Mais là, je ne peux pas me prononcer sur ce cas-là. Ok, ça marche. Oui, il y avait d'autres questions? Ah, je t'entends plus, tu as coupé ton micro, Anaïs. Pardon, en effet. Ouais. On a plein d'autres questions. On va prendre les questions d'Alexandre qui en a posé plusieurs où on n'a pas pu répondre. Qui nous dit: si je suis fournisseur et que je dépose mes factures sous Chorus, s'il n'y a pas de certificat sur la facture, je considère qu'il s'agit d'une facture papier dans la mesure où il y a une sortie de la facture de mon ERP. Est-ce OK? Et si oui, paf. Qu'en est-il de la paf? Alors, si je reformule pour être sûr d'avoir compris, c'est donc quelqu'un qui transmet à Chorus Pro, c'est ça? Ouais, je suis fournisseur et je dépose mes factures sous Chorus Pro. Oui, mais en dématérialisé. Oui, mais s'il n'y a pas de certificat sur la facture, je considère qu'il s'agit d'une facture papier. Alors peut-être qu'on peut lui demander plus de précision. Ouais, je vois pas trop quel type de certificat. Tu veux dire une signature électronique, un certificat de signature? Alors moi, je n'ai pas le détail. D'accord. De toute façon, on va partir du moment où qu'une facture n'est pas signée électroniquement en tant que qualifiée. Elle est, comme je vous ai dit, soumise effectivement à l'obligation d'une PAF. Voilà. Et de toute façon, vous ne posez pas trop la question est-ce que je dois ou pas mettre en place une PAF. La PAF, c'est tout simplement quelque chose qui découle d'un bon sens, à savoir si je transmets un document en tant que fournisseur vers un service public, ce service, je vais l'assurer, je vais le faire, je vais l'exécuter. Donc, je vais avoir énormément d'éléments qui me permettent de prouver que j'ai rendu ce service. Je vais le facturer à une ville, un département, un hôpital, par exemple. Et donc, je vais pouvoir prouver que cette facture, je l'ai. Du reste, je vais mettre de la TVA collectée dessus que je vais reverser à l'État. Là, on est dans je suis fournisseur, je facture de la TVA à l'État. Enfin, à l'État ou à une mairie, une collectivité locale, etc. Donc, on ne va pas vous remettre en cause votre TVA collectée que vous avez facturée. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment... Ça serait plutôt si vous faites des exportations vers un pays européen, enfin, ça s'appelle une livraison intracommunautaire. Là, par contre, on va vous demander de justifier pourquoi vous ne mettez pas de TVA, parce que vous allez, par exemple, transporter votre marchandise au-delà de la frontière française. Pareil pour une exportation vers ce qu'on appelle un État tiers, hors Europe. La Suisse, les États-Unis. Là, il faudra bien pouvoir justifier, si vous voulez bénéficier de l'exonération de TVA collectée sur ce type de facture. Par contre, en tant que fournisseur vers les collectivités territoriales françaises, il y a toujours de la TVA. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de mettre en place une PAF. Mais encore une fois, on risque quasiment rien au niveau sanctions, puisque vous allez mettre de la TVA collectée que vous allez reverser à l'État. Voilà. Autre question? Oui, Ophélie demande s'il y a un moyen d'obtenir la TVA intracom à part la demander à son client ou son fournisseur. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait la trouver? Vérifier un numéro de TVA intracommunautaire. Oui, ou le trouver aussi si on ne l'a pas. Alors, la PAF, en fait, la PAF, maintenant, il faudra
depuis le 1er janvier 2020, intégrer également ce contrôle-là dans ce qu'on appelle des contrôles qui établiront une piste d'audit fiable. Si demain, quelqu'un vous envoie une facture en provenance d'Allemagne, un professionnel vous envoie une facture, et il ne met pas de TVA sur cette facture, vous devez vérifier que c'est un Allemand. Il mettra un numéro TVA intracommunautaire sur la facture qui commence par DE quelque chose. Et vous pouvez aller sur une base qui s'appelle la base VIES, qui est une base intracommunautaire qui vous permet de dire ce numéro, vous voyez, il est valable, il est toujours valable, il appartient bien à la société Muller qui fabrique, je sais pas moi, des compresseurs et qui effectivement donc dispose d'un numéro TVA intracommunautaire valide. À ce titre, elle va me faire une facture sans TVA. Et moi, par contre, je devrais l'auto-liquider sur ma déclaration de TVA. Ce qu'on appelle l'autoliquidation, puisque je vais la faire apparaître pour pouvoir suivre cette facture. Il y aura d'ailleurs également une déclaration d'échange de biens, DEB, ça s'appelle. Oui. Ben alors, donc, il y a foultitude de questions. Hein. On avait déjà fini le webinaire. Là. Alors, on en prend encore une dernière pour le plaisir. Voilà. Mais de quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, parce qu'il y en a qui sont très, très riches en questions. On va prendre quelqu'un qui n'a jamais posé de questions. Et ben Marie n'a pas encore répondu. Et en plus, ça répondra un peu en même temps François. Donc voilà, et puis après, on s'arrêtera là. Je vous enverrai tous les documents par mail. Marie nous demande du coup, ça veut dire qu'il faudrait télécharger les mails relatifs à des commandes et les stocker avec les factures correspondantes. Et pendant combien de temps on doit les stocker? François demande comment on conserve les éléments probants. Donc ça se pose. D'une manière générale, il faut garder les éléments, il faut archiver. Il y a un texte du LPF, du livre de procédure fiscale. Il faut garder ça au moins pendant la période de prescription. Donc, le droit de contrôle de l'administration, c'est 3 ans. Et l'idéal, en France, c'est 6 ans. Donc, il faut normalement, comme une facture, votre facture, aussi longtemps que vous gardez votre facture, vous devez garder toutes les pièces annexes qui font partie, en fait, de votre piste d'audit fiable. Si demain vous faites un contrôle, par exemple, vous dites, eh bien, moi, j'ai contrôlé la réception de marchandises. J'ai pris une feuille de papier et chaque fois qu'on me livre de la marchandise, je note ce qu'on me livre, quand est-ce qu'on me livre, qui est-ce qui me le livre, et je regarde les colis que je rapproche ces colis de ma commande pour voir si on m'a bien livré les codes articles que je voulais, les produits que je voulais. Si ce n'est pas le cas, ben, je fais un mail moi-même à mon fournisseur pour lui dire qu'il s'est trompé, par exemple. Et je demande éventuellement une rectification. Donc ces documents-là constituent des contrôles. Et ces contrôles-là, il faut également les archiver. C'est une obligation fiscale également, d'archivage. Okay. Voilà pour Marie. Je vais juste écrire la base de numéro TVA Intracom dont tu as parlé, c'est VIES, c'est ça? Oui, VIS, la base VIS. Vous regarderez sur Internet, c'est VIES. Alors après, il y a possibilité, évidemment, d'automatiser. Certains proposent gratuitement des services. Vous leur envoyez 10 numéros et puis ils vous disent s'ils sont valables, etc. Nous, on a nos propres bases de contrôle, mais ce sont des bases publiques et ça fait partie d'un contrôle impératif pour être sûr que le numéro de TVA intracommunautaire est toujours valable. Parce que si quelqu'un vous envoie un numéro bidon ou un numéro pas valable et que vous exonérez par exemple de la TVA, c'est vous pouvez être recherché en paiement de cette TVA. Il y aura une co-responsabilité de votre part, une sorte de solidarité de paiement de la TVA. Donc, faites attention à ça, surtout maintenant pendant les périodes troubles où vous pourriez vous faire arnaquer les uns et les autres, ce que je ne souhaite pas, mais j'ai aussi fait ce webinaire avec Héloïse et je remercie Héloïse pour vous rendre attentif que la PAF, c'est pas qu'un radar antifraude, ça doit aider l'État à éradiquer la fraude,
pour le bien public de tous, mais aussi ça doit protéger les entreprises qui sont des cibles faciles. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de vertueux qui est fait sous la responsabilité de l'entreprise et avec le soutien de ses conseils, les éditeurs évidemment, mais aussi et surtout les experts comptables. Nous, on est là pour contrôler les gens du fisc après, mais encore, on le fait pas dans un esprit, fait dans un esprit de pédagogie et pour l'intérêt collectif. En tout cas, moi, je vous remercie tous de votre attention. Je dis merci à Evolise, merci à Anaïs. Et puis, super le projet d'un module PAF dans Evolise, ça sera super bien. Je vous dis surtout, portez-vous bien dans cette période d'épidémie. Hein, faites gaffe, il y a des choses importantes, c'est la santé. Portez-vous bien et mangez des bananes, c'est bon pour le potassium. Il y a du potassium dedans, des magnésiums. C'est ça. Mais en tout cas, merci à tous. Lucien. J'espère que j'ai pu un peu démystifier la PAF et vous donner des informations. Oui. Très modestement. Merci d'avoir pris du temps, en tout cas, la semaine dernière déjà, sur les mesures liées au Covid et puis encore cette semaine sur la PAF. Pour tout le monde, c'est un sujet que nous, on travaille de près chez Evolise. Il y a Lucien qui nous accompagne sur la question, donc on est vraiment bien conseillés. Et comme il vous l'a dit, on va essayer de mettre ça en place. Il y a déjà des contrôles faits dans Evolise, voire pour mettre en place une documentation. Enfin, il y a toute une réflexion qui est faite par nos deux fondateurs avec Lucien. Donc, vous en entendrez sûrement parler de nouveau. Il y a Michel qui dit un grand merci, ça apaise les craintes. Je pense que tu as démystifié. C'est bien, Michel. Bah, merci. L'inspecteur fiscal. Donc, alors, encore une fois, je ne conseille personne, je fais juste des formations, Anaïs. Oui, bah, complètement. C'est tout. En tout cas, je pense que vous avez les moyens d'avancer, lisez tous ces textes, et puis entraînez-vous. Là, vous avez le temps de vous former pendant cette période de confinement. Oui, je vous envoie les documents dès ce soir pour que vous puissiez regarder dès que c'est frais. Et puis voilà, je vous remercie pour tous ceux qui nous suivront la semaine prochaine. Et ben, je vous dis un bon week-end. Et puis à lundi, on rattaque lundi 10h avec les achats, le module achat dans Evolise. Ben, merci Marie, merci Alexandre, Aurélie aussi. Très clair, Aurélie, tu vois, c'est très clair la PAF. Donc, nickel. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.